Bien, bonsoir. Alors, jusqu'à quelle heure y en a-t-il disons qu'on a dit là 45 minutes de présentation à peu près jusqu'à 18h30, puis après on aura 15 minutes de questions, 45-50 minutes. En fonction du temps qu'il reste. Bon, donc là, en fait, le titre est arrivé un peu comme ça, vers matériaux d'isolation. Et j'ai trouvé ça intéressant, donc j'ai plutôt adapté en fonction du titre. Je vais essayer de vous montrer un peu que sont les verres pour l'isolation. Je pense que beaucoup de gens ne réalisent pas la complexité qu'il y a derrière et le niveau de technique physique qu'il y a. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais essayer de vous brosser un portrait de ce qu'on fait, comment ça marche, et puis des enjeux de matériaux, un peu des enjeux de recyclage et de comme on dit, sustainability. Bon, deux mots. Donc moi, je suis Jean-Marc Flessel. Ça fait maintenant, après avoir été pendant une dizaine d'années au CNRS, ça fait maintenant presque 23 ans que je travaille pour la R&D de Saint-Gobain. Et depuis peu, je suis directeur scientifique d'Isover, qui est l'une des filiales de Saint-Gobain, qui fabrique précisément des matériaux d'isolation. Mais là, donc deux mots sur Saint-Gobain quand même. Donc c'est une grande boîte qui s'est donnée comme raison d'être Making the World a Better Home. Ce qui implique un certain nombre de choses. Bon, c'est une très vieille société qui produit encore son matériau d'origine, en l'occurrence le verre, mais pas du tout que ça. Grande boîte internationale avec beaucoup de recherches, grande boîte de matériaux avec où on a toutes sortes de matériaux. Je ne vais parler ici que d'une partie qui sont des matériaux pour le bâtiment et notamment le verre, mais il y en a d'autres. Des abrasifs, des plastiques, des céramiques, tout un tas de choses. Nous restons une boîte industrielle, donc on fait la conception de matériaux, la production de matériaux, qui est une grande partie aussi de distribution, et on rentre aussi dans le recyclage, ce qui correspond évidemment à l'une des thématiques importantes pour les matériaux, pour le monde que nous connaissons. Dans les questions de matériaux pour le marché de l'habitat et de la construction, on est un peu partout. Donc, peut-être que vous n'en doutez pas, on ne le voit pas, il y a différentes marques, puis c'est des matériaux qu'on ne devine pas. Le verre, on sait que ça existe, mais il y a très probablement des matériaux d'isolation là-dedans de Saint-Gobain, un peu partout, et on ne sait pas forcément. Et il n'y a pas que cet habitat-là, vous voyez, ça c'est une petite image. Voilà. Bon, je pars du fait que tout le monde sait, et que c'est un acquis scientifique, que le changement climatique est une réalité. Sercourt le rappelle avec une force inquiétante sur l'augmentation du taux de CO2, l'augmentation des températures, l'anomalie de température depuis la moyenne de temps sur lequel on les mesure, et on voit bien que ça monte. J'ai essayé de mettre autant que possible les références de tous les graphes que j'ai pris. Celui-ci date de 2020 et on sait que ça a continué d'augmenter et tout le monde est au courant de ça. Voilà les données pour la France sur l'utilisation de l'énergie, et on voit très bien, alors ça je l'ai pris pour la France, je vous montrerai aussi des données européennes. Il y a énormément de données européennes disponibles publiquement, publiées par l'Union européenne et tout un tas de boîtes. On voit que la contribution générale des bâtiments tertiaires et des bâtiments pour l'habitat résidentiel est absolument considérable. Et ce n'est pas l'industrie. Les deux postes principaux, c'est l'habitat et les transports en consommation d'énergie. Ici, vous avez des unités. Alors, il y a plein d'unités différentes, mais ce n'est pas grave pour montrer les proportions. Là, c'est des millions de tonnes équivalent de pétrole et ça va jusqu'en 2019. Ça n'a pas dramatiquement changé depuis, même s'il y a une lente réduction de l'utilisation d'énergie dans le bâtiment. Donc, il est évident que réduire la consommation énergétique des bâtiments est quelque chose de prioritaire. Vous voyez ici le graphe, voyez, alors on ne voit pas très bien. Là, voyez, j'ai pris des données d'un profil d'observation du bâtiment ou des données sur le bâtiment, que la dernière publication de 2022, qui vous donne dans les unités françaises, les différentes catégories énergétiques, la proportion des bâtiments. Donc, vous voyez, la moitié, c'est en D. Comme vous savez, il y a des lois qui sont en train de passer pour dire qu'on ne pourra plus louer si c'est en F et G. Et E et D, ça va devenir compliqué dans les années qui viennent. Donc, on est très loin d'avoir ce qu'il faut en ABC. Donc, on a ça parce qu'on a un parc ancien. Depuis un certain temps, notamment, ça c'est le Grenelle d'environnement qui doit dater de 2015 par là, je sais plus exactement.
ou 2007, il y a eu un certain nombre de réglementations pour les bâtiments neufs qui imposent d'avoir des normes pour réduire la construction des bâtiments. Et là, ce que ça représente, c'est si on avait pas ces normes sur la construction des bâtiments neufs, eh bien, on aurait des taux largement supérieurs. Donc, c'est de dépenses énergétiques par mètre carré. La situation en Europe est comparable. Ça, je vous ai pris les données qu'on a en 2017. Alors, tous les pays européens ont des classifications différentes. Il y a des échelles qui vont soit de A à E, bref, c'est jamais les mêmes. J'ai failli prendre un graphe pour montrer que c'était un peu... Mais ça ne sert à rien. Peu importe. L'image est la même, c'est-à-dire que les bâtiments en A sont absolument minoritaires. Donc ça veut dire que ce qui est absolument essentiel, c'est des aspects sur rénover les bâtiments et commencer par les isoler. C'est clé. Alors, cet organisme, là, je vous ai mis les références, qui s'appelle le Building Performance Institute Europe. C'est un organisme indépendant qui fait des études d'impact et des propositions, qui suit les données, qui fait des propositions pour l'Europe, a fait une étude en prenant l'état de la dépense pour le bâtiment tertiaire dans l'Europe des 27. Donc, vous voyez, ça fait à peu près 1800 TWh par an. C'est juste des chiffres colossaux. Si on les isolait de façon raisonnable, à un niveau faisable, avec les technologies existantes, on pourrait économiser 718 TWh, c'est-à-dire 44% de ça, c'est-à-dire ça représente plus de 7% de l'énergie totale consommée en Europe, toutes portions confondues. En ordre de grandeur, ça veut dire qu'on pourrait éteindre toutes les centrales nucléaires européennes. C'est monstrueux. Pardon? Pas parti pour les éteindre. Non, mais je ne dis pas qu'il faut les éteindre. Mon point n'est pas de savoir s'il faut les éteindre ou pas, mais ça représente la puissance, ça représente l'énergie fournie par l'ensemble du parc nucléaire. Alors, je n'ai pas regardé si c'est A ou B, c'est un peu moins que A. Le problème, c'est qu'on les produit, on commence à y en avoir plein de produits. Le problème, c'est qu'il faudrait multiplier par 10 000 le nombre d'artisans capables de faire ça. Il n'y en a pas. Alors, ce n'est pas les produits, c'est les artisans. Alors, mon point n'est pas là. Mon point n'est pas là. Ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'il faut les faire, les produits. D'accord? Alors, actuellement, je ne veux pas vous parler là d'économie, je vais vous parler de science. Actuellement ça décroît, il y a de la surcapacité. Mais il y a 2 ans, on était en sous-capacité. Mais de toute façon, on va avoir un vrai problème de matériaux. Terrible. C'est ce que je vais vous montrer. Après, on peut discuter, je peux vous expliquer. Donc, voilà, si on prend une maison non isolée, typiquement, les maisons qui ont été construites, maisons individuelles construites avant, jusqu'au milieu des années 70, le premier choc pétrolier. Elles sont comparables. Alors, tout ça, c'est des données à agréger, mais raisonnables en proportion. Et vous avez là les proportions de déperdition sur le type de paroi d'une maison individuelle, telle qu'il y en a des quantités dès qu'on sort des grandes villes. Ce dont je vais commencer par vous parler, c'est les parois vitrées, puisque là, on a parlé de verre, et donc je voulais vous parler du verre. Du verre à fenêtre, ou en tant qu'isolant. Donc, évidemment, pour les vitrages isolants, c'est compliqué parce qu'on veut à la fois se protéger du froid du chaud, sachant que ce n'est pas les mêmes, c'est pas tout à fait pareil parce qu'on n'a pas les mêmes longueurs d'onde, tout en laissant passer la lumière. Évidemment, c'est ce qu'on souhaite à une fenêtre. La situation des murs est différente. On veut pouvoir faire ça dans des maisons individuelles, on veut pouvoir faire ça dans des grandes villes. Donc, on veut ne pas se cailler, ou quand il fait très chaud, ne pas cuire, et on veut continuer de pouvoir profiter de toits comme ça, de terrasses, et de faire en sorte de pouvoir avoir ce type d'environnement qui est, pourvu que la température soit maîtrisée
l'énergie à dépenser raisonnable, particulièrement agréable. On le sait, la lumière est un aspect essentiel pour le confort. Alors évidemment, là, je vous ai mis quelques données sur le spectre solaire. Donc, vous avez la courbe noire, là, c'est le spectre du corps noir à 5250 degrés. Vous avez en jaune la lumière au-dessus de l'atmosphère, et puis évidemment le spectre au-dessus de l'atmosphère, puis évidemment l'atmosphère coupe un certain nombre de bandes, et ce qu'on a au niveau du soleil, au niveau de la mer, là, le rayonnement, là, c'est ce qui est en rouge, avec tout un tas de coupures liées au gaz qu'on a dans l'atmosphère. Et ce qui est en vert, évidemment, c'est le visible. Donc, pour les fenêtres, on veut garder le visible. Et puis, je vous ai remis au-dessus les proportions de ce qu'on a dans les différentes UV, le visible et l'infrarouge. Donc, 50% de l'énergie est dans l'infrarouge. C'est ça qui fait que si on prend une fenêtre, enfin, c'est l'effet de serre. Hein. Bon, donc, avec une fenêtre, on veut maintenir la chaleur à l'intérieur. Nous disons la température, maintenir une température proche de l'ambiante, laisser rentrer la lumière, pas griller au soleil et pas s'il fait froid dehors, on ne veut pas que ça passe. Bon, évidemment, je vous ai rappelé la loi de Ville, à l'ambiante, ça fait très terrible de bien bouger. Non, mais je crois que bon, je vais essayer d'être très J'ai ça là-haut. éteigner celui-ci là, parce qu'on n'en a pas besoin. Alors, si, celui-là, c'est le micro, c'est lui. Oui, parce C'est qu'il mieux. alors, ça sert à rien. Celui-là, c'est pour l'esthétique. Il est éteint sur. bon, moi qui restais à côté, alors. Le micro, c'est la Très bien. Et donc, ce qu'on voit, c'est que si on veut se mettre à l'ambiance, à 300 K, le pic, c'est donc à 10 microns. Donc, c'est très, très, très décalé par rapport à celui du soleil. Donc, évidemment, il faut traiter différemment les différentes longueurs d'onde si on veut concevoir des vitrages isolants. C'est bon. Bon. Donc, à l'extérieur, on a deux types de spectres à traiter. Vous voyez qu'on peut oublier l'UV, de toute façon, c'est coupé par le vitrage, comme je vais vous le montrer, par le verre. On veut traiter le visible, qu'on veut laisser passer, et les infrarouges proches, qu'on veut essentiellement couper. Les infrarouges lointains, c'est ceux qu'on a à l'intérieur, et eux, on voudrait essayer de les conserver. Alors, en fait, là, je vous ai mis le spectre de transmission du verre nu, et sa coupure, c'est dans le proche ultraviolet. Donc, ça laisse passer tous les infrarouges. Et donc, vous voyez que là, alors on a des interfaces, on laisse passer un peu. Quand on a un simple vitrage comme ça, c'est beaucoup mieux qu'un... Quand on a un simple double vitrage, c'est beaucoup mieux qu'un simple vitrage parce qu'on va avoir quand même la couche d'air entre les deux. Et donc, on va avoir la partie, on va éviter la convection, on va éviter, si on s'y prend bien, la convection, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais c'est quand même pas terrible. Et si on fait ça dans des grandes tours, on grille. Donc, pour ça, eh bien, on va faire, pour faire des vitrages bas émissifs, on va se débrouiller autrement, on va rajouter des filtres. Et pour ça, on va rajouter des couches. On va faire des filtres interférométriques en rajoutant différentes couches d'argent et de diélectrique pour faire des filtres. Et à ce moment-là, on peut se débrouiller. Alors, je vous ai mis, on a 4 faces, hein, les 2 faces externes et puis les faces intermédiaires, en faisant les bons assemblages de couches pour avoir des spectres de transmission qui vont nous couper comme il faut, plus ou moins bien. Enfin, tout à fait adapté à ce qu'on veut faire, de façon à ce que les infrarouges lointains traversent que très peu, les infrarouges proches ne traversent pas, et que tout le visible passe au travers, et c'est ce qu'on a dans
dans les grandes tours et que vous pouvez avoir chez vous pour des contrôles solaires. Donc voilà à quoi ressemblent ces empilements. Vous voyez l'échelle ici, vous voyez la barre en bas, je ne sais pas si vous la voyez bien, ça fait 200 nanomètres. Et donc les couches actives, ça fait 15 nanomètres. Il faut que ça soit de très bonne qualité, il faut qu'on puisse le traiter, faire le découper, le transporter, le manipuler, etc. C'est quand même un peu, c'est du tour de force en termes de physique des solides. Et il faut faire ça pour pas trop cher sur des surfaces où c'est des dizaines de milliers de mètres carrés, ou centaines de milliers de mètres carrés. Bon, donc l'argent en couche mince, c'est très remarquable parce que c'est transparent dans le visible suffisamment fin, c'est réfléchissant dans l'infrarouge. Et puis, bon, donc on peut ajuster, et donc il peut y avoir des empilements comme ça, et on peut jouer sur la raideur des filtres, et il y a des gens entiers, des départements entiers à Saint-Gobain qui font ça et qui maîtrisent ça très, très bien. Donc, on a plusieurs grandeurs pour quantifier ça. On va essayer de minimiser, évidemment, le transfert thermique, parce qu'on veut un vitrage isolant, dans tous les cas. Donc ça, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est pour les infrarouges pointants. Et puis, ça va être plus compliqué pour quantifier les aspects liés aux différentes longueurs d'onde. On va essayer de maximiser ce qu'on appelle la TL. Il y a un expert dans la salle. Oui, vous posez plus de questions qu'à moi. On va essayer va jouer sur la quantité de lumière qui est capable de traverser le verre rapporté à toute la lumière incidente. Je vous ai mis les spectres là pour la transmission en fonction de la longueur d'onde du total. Là, c'est l'intensité normalisée pour le spectre du visible, centré dans le verre. Et là, c'est l'intensité de ce qui arrive comme plus lumineux. Et puis, on va vouloir limiter ce qu'on appelle le facteur solaire et l'énergie qui traverse, qui va venir pour bloquer la quantité d'énergie des infrarouges qui viennent du soleil, tout en maximisant la sélectivité, c'est-à-dire avoir le plus de rente de transmission lumineuse, tout en bloquant les infrarouges proches, parce que, comme vous avez vu, ça se recouvre pas mal. Donc, il faut réussir à composer entre les deux. Donc, voilà, c'est simplement ces grandeurs-là. Donc, ce qu'on est capable de faire maintenant avec des doubles vitrages et même des triples vitrages, donc là, ce que je vous ai représenté, c'est le U, qui va être l'efficacité énergétique globale, et S, qui est la sélectivité, qui va vous dire la capacité à garder la lumière tout en bloquant les infrarouges. Ici, en bas, 0, c'est un mur, et je vais vous montrer après comment on isole les murs et combien c'est compliqué. Donc, si on prend un mur non isolé, c'est à peu près 2, le U. Et un mur bien isolé, on tombe à un peu moins de 0,5, 0,4. Vous voyez qu'avec des vitrages, avec les bonnes couches, quand ils sont doubles, on est pratiquement à un niveau de mur bien isolé. Et un triple vitrage, on est au niveau d'un mur bien isolé, sauf qu'on a de la lumière en plus. Assez colossal. Oui. Oui, oui. Mais après, il faut jouer. Le verre, c'est 4 mm, parce que c'est une forme de standardisation. Alors, je ne suis pas absolument expert. Je sais qu'il y a 12, il y a 16, il y en a plusieurs. Il ne faut pas que ce soit trop épais non plus pour éviter la convection entre les deux. Là, je parle que des... Pardon ? Oui, ce qui compte surtout, c'est les couches et le nombre de couches à l'argent, vous voyez. Donc, le prix augmente, la difficulté augmente. SGU, Single Glazing Unit, simple vitrage. DGU, Double Glazing Unit. Après, c'est le nombre de couches à l'argent et le type de couche à l'argent. Et TGU, c'est Triple Glazing Unit avec le type de couche comme on a. Évidemment, Triple Glazing, c'est beaucoup plus lourd. Hein. Il faut 3 fois la surface de verre. Et aujourd'hui, un minimum, c'est de mettre du double vitrage. En plus, c'est bon pour la thermique, c'est bon pour l'acoustique aussi. Pour le parti de confort, c'est important aussi. 2 mots. Ça fait combien de temps? 2 mots sur comment ça se fabrique industriellement. Donc là, je vous ai mis une photo qui maintenant date un peu, mais ce n'est pas grave, on ne le voit pas sur la photo, de l'usine de Chantraine, c'est l'usine de Saint-Gobain qui est près de Compiègne. Donc vous voyez les maisons, c'est des grandes maisons, hein. Il y a tout autour. Donc, vous voyez le four, alors vous voyez, il y a l'usine, il y a un centre de recherche, il y a tout un tas d'autres.
Le four, c'est cette partie-là, et ça fait à peu près 1 kilomètre de long. Donc, il y a plusieurs éléments. Ça, c'est la partie four proprement dit. L'atelier de composition prépare les matières premières. La partie là, en jaune, c'est le bain d'étain sur lequel on dépose le verre. Après, c'est la recuisson, la découpe et le magasin où on stocke et après, les camions qui partent. Typiquement, on fait quelques centaines de tonnes de verre par jour. Enfin, comme ça. Maintenant, pour faire les couches, le verre, c'est que le substrat. Comme vous avez vu, il y a un petit peu un rôle isolant, mais si on veut vraiment la partie isolante, c'est pour ça que le verre matériau d'isolation, c'est intéressant. Le verre, c'est l'essentiel de la masse, mais après, c'est les couches minces qui font l'essentiel du boulot, comme vous l'avez vu sur le graphe que je viens de vous montrer. Pour faire ces couches minces, là, ça se fait essentiellement par des procédés de dépôt magnétique. On voit là à quoi ça ressemble. Donc, ça fait aussi quelques centaines de mètres de long. Il y a un ultradoute dedans et on dépose jusqu'à une vingtaine de couches. Voilà, avec une photo prise là où on fait ça dans un substrat. Ça avance à 10 mètres par minute et vous voyez, il peut y avoir maintenant, ça passe les standards une vingtaine de minutes. Donc voilà pour la partie de verre pour les vitrages. Oui. Alors, la largeur standard, c'est un peu plus de 3 mètres. 3 mètres 21. Et c'est fait en continu. Enfin, en continu. La feuille unique fait un peu plus de 6 mètres. L'ensemble fait 18 mètres carrés. 20 mètres carrés. Ça fait un peu plus de 6 mètres par feuille successive, mais on fait ça en continu. Et après, on change quand il faut faire un autre produit. Donc voilà, ça c'était la partie vitrage. Maintenant, le reste, quand même, qui représente l'essentiel des pertes, c'est les parties, évidemment, c'est l'essentiel aussi de la surface, qui sont les parties fermées. C'est-à-dire les murs, les toits, vous voyez, ça fait 55% des pertes. Et puis là, je voudrais aussi, là, il y a les entrées, et évidemment, si on isole dans un sens, on isole dans l'autre. La question du confort d'été et autres, mais je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans toutes les questions de l'isolation. Je vais vous montrer les questions qui se posent sur les matériaux et toutes les difficultés liées aux matériaux qu'on pense absolument communs, mais qui ne le sont pas, pour faire les isolants. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les matériaux d'isolation dont je vais parler, c'est-à-dire les laines minérales, sont des matériaux beaucoup moins matures en termes de technologie, de compréhension, de connaissance, que les matériaux beaucoup plus technologiquement avancés que sont les vitrages avec des couches minces dont je viens de parler. Donc, si il y a de la physique plus avancée en termes de... parce que il y a des nanomatériaux, en fait, la compréhension du procédé des produits isolants fibreux est beaucoup moins avancée. Ça peut sembler paradoxal, mais c'est la réalité. Et il y a des raisons à ça. Bon, je vous rappelle juste, évidemment, vous savez bien, les 3 modes de transfert de chaleur, hein, la conduction, la convection, le rayonnement, le flux de chaleur total, la somme des 3 flux. Du moment que la différence de température n'est pas trop grande, on va pouvoir linéariser, même si les lois du rayonnement, ce n'est pas comme ça, on va pouvoir avoir un lambda effectif qui va nous relier le flux de chaleur au gradient de température. Pour minimiser, évidemment, on veut tout minimiser, donc on va évidemment minimiser le lambda qui caractérise le matériau lui-même. On va bloquer les gaz pour éviter la convection, et on va essayer d'opacifier dans l'infrarouge. Voilà ce qu'on fait pour faire un isolant. Alors, comment on fait pour concevoir un matériau isolant avec pas trop de matériaux, des matériaux pas trop chers, pas trop coûteux? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de murs que de vitrage, et il faut que ça soit facile à fabriquer, pas cher, massif. Donc là, je vous ai mis sur une échelle logarithmique les lambdas d'un certain nombre de, on va dire, matériaux courants. Alors, courant, on peut dire l'argon, c'est pas très courant, mais si je vous ai mis l'argon,
C'est parce que, comme vous le savez probablement, dans les vitrages haute performance, le gaz qu'on met entre les deux, c'est de l'argon, ce qui permet de grappiller la petite différence entre l'air et l'argon. C'est pas énorme, mais ça fait quand même ça de gagner. Donc évidemment, les métaux sont très bons conducteurs, et puis vous voyez, on a tout un tas de matériaux là, et donc clairement, celui qui isole le mieux, c'est l'air. Donc la solution, c'est très simple, c'est de faire des petites poches d'air dans une structure immobile, évidemment parce qu'on veut bloquer les gaz, dans une structure où on va mettre le moins de solide possible, avec le solide le moins conducteur possible. Donc, la recette est extrêmement claire, extrêmement simple. Alors, c'est connu depuis longtemps et c'est utilisé depuis des millénaires dans la construction, les constructions traditionnelles. Vous voyez que le bois, c'est vraiment très chouette. Donc, évidemment, les rondins, c'est avec les structures cellulosiques de limite et les pores des capillaires, ça fait de très bons isolants. C'est ce qu'on sait depuis longtemps. Les cabanes de rondins sont extrêmement efficaces. Quand on n'a pas de bois sous la main et qu'on a des ressources bien plus limitées, on voit que l'eau, c'est pas si mal. Et c'est évidemment, non pas la glace, mais la neige, qui est la même structure, surtout de l'air, gracile, un petit peu d'eau, et les igloos permettent de tenir des gradients de température de plusieurs dizaines de degrés. Ça marche très bien. Bon, évidemment, le chaume, c'est le même principe que le bois. Simplement, c'est des structures assemblées, on va avoir une efficacité globale moins bonne, et donc il faut mettre des épaisseurs bien plus grandes. C'est ce qu'on faisait avec les toits de chaume. Ici, vous avez vu les toits de chaume, l'épaisseur, c'est pas loin de, c'est près de 50 cm, 1 mètre, que l'épaisseur d'un rondin. Hein. Normal, compte tenu de l'efficacité. Bon, dans le monde animal, c'est pareil, c'est les laines, hein, c'est exactement la même idée. Donc là, je vous ai mis un animal exotique. Là, un animal moins exotique, et c'est évidemment le modèle pour les laines de verre. C'est vraiment ça. Simplement pour la laine de verre, on a travaillé le matériau pour qu'il soit aussi opacifiant dans l'infrarouge. Alors, la nature, c'est le faire en ajustant la structure des poils et des trucs comme ça, mais ça pousse lentement, et puis c'est un certain nombre de propriétés qui ne sont pas commodes pour mettre dans les murs et que ça dure quelques dizaines d'années. Alors, ici, un graphe relatif, pourquoi les lignes minérales et pourquoi elles sont tellement efficaces. Je vous ai représenté en abscisse le lambda, qui est la caractéristique intrinsèque, comme on l'a vu, puisqu'on n'a plus de gaz et puis on s'est débrouillé pour opacifier, avec un prix relatif. Et donc, oui, il y a des tas de matériaux qui sont plus performants que les laines minérales. Ils sont là, en haut. Vous voyez, les laines minérales, typiquement, alors on fait un peu mieux, mais c'est un lambda. Donc, l'unité du lambda, c'est le milliwatts par mètre et par Kelvin. On se balade entre, typiquement, 32 à 42, là, on a mis. Donc là, c'est la laine de verre. Ici, c'est la laine de roche. Ici, vous avez le polystyrène expansé, extrudé, les fibres de bois, la laine de roche. Ça, c'est les mousses polyuréthane, des mousses formophénoliques. Vous voyez qu'ils sont meilleurs parce que le gaz à l'intérieur n'est pas de l'air. Ici, c'est le fait que parce que le gaz, c'est de l'air. Mais vous voyez qu'en prix relatif, ici, c'est à peu près 1. Ça monte très vite. Et on a des matériaux qui sont très performants, comme les aérogènes ou des choses comme ça, ou les panneaux sous vide, mais qui sont des prix 20 ou 30 ou 40 fois supérieurs, et donc on ne peut pas faire en grande quantité. Plus d'autres propriétés, anti-feu et des choses comme ça. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par prix relatif? Alors, c'est le prix auquel vous pouvez l'acheter, qui correspond à comment dire. Beaucoup de ces matériaux, on peut discuter, mais on pourrait appeler ça des preuves de commodité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de mode où donc on va mettre un nom de marque dessus et donc les gens vont acheter plus cher comme des montres, des lunettes, des trucs comme ça. Donc c'est lié au coût de fabrication qui est lié en grande partie à l'énergie, aux matières premières, à la main-d'œuvre et une partie pour les investissements. Et donc, ça représente en quelque sorte la difficulté et la richesse qu'on met dedans.
Donc, si on veut pouvoir le faire à très grande échelle, il faut que ça ne soit pas trop coûteux. Oui. Les laines de bois ou les laines de chanvre, elles seraient où là, sur le... C'est là. Ah, c'est dans le bois, c'est dans le même. Oui, oui. Et puis, on peut parler, il y a d'autres aspects dont on pourra parler si vous voulez après sur les aspects environnementaux. Où, je vous invite à lire ce qui s'appelle les Environmental Product Declaration, EPD. Et la réalité est compliquée. Parce que le bois, ça pourrit si on ne fait rien. Et les petites bêtes le mangent. Bon, ce qui est remarquable pour l'isolation, c'est qu'il n'y a pas un matériau unique qui aurait pris toute la place. Il y a toutes sortes de matériaux qui ont des propriétés relatives, c'est-à-dire ce qu'on veut avoir. Il y a évidemment l'isolation thermique, puis on veut avoir aussi des aspects de mécanique, selon la façon dont on veut l'installer, où on veut le mettre. Et si on veut le mettre sur un toit plat, on veut marcher dessus, il faut que ça soit bien rigide. Mais si on veut le mettre sur un mur qui n'est pas très droit et qu'on veut passer derrière des tuyaux pour l'eau, l'électricité, et tout comme ça, il faut que c'est une certaine résilience. Bref, il y a tout un tas de contraintes aussi pour les poseurs. Il ne faut pas que ça leur tombe dessus. C'est... Autre aspect très important, c'est la tenue au feu. Vous savez sans doute qu'en 2017, il y a eu un accident gravissime qui a fait... il me semble que c'est 79 morts, une tour qui a pris feu en Angleterre, la tour d'Anfield, où on a réalisé qu'il y avait des produits d'isolation qui sont enflammés, qui ont dégagé des gaz toxiques. La réduction au feu, notamment pour les immeubles de grande hauteur, est vraiment quelque chose de très, très important. La façon dont ça peut absorber de l'eau. On ne veut pas que ça absorbe de l'eau. La gestion de l'humidité dans les bâtiments et dans un bâtiment isolé, c'est quelque chose de compliqué, surtout que si on veut isoler, il faut étanchéifier et bien maîtriser l'échange. Vous avez peut-être vu tout à l'heure en passant, j'en parlerai pas plus, que les échanges d'air nécessaires pour l'aération, c'est 20% des pertes. Donc si on veut faire ça bien, il faut essayer de récupérer l'énergie. Et donc, si on a une boîte fermée, ça va se charger en humidité, l'eau peut condenser ou l'eau va condenser dans les murs, et si l'eau condense dans les murs, c'est un vrai problème, comme tout le monde sait. La partie isolation acoustique, la flexibilité et le prix. Donc, ce que je vous montre là, il n'y a pas un matériau qui soit vert partout, et là, vous voyez que la laine de verre et dans la laine de roche, c'est des propriétés moyennes. Il y en a d'autres qui, pour certains aspects, les purpures et les mousses phénoliques sont meilleurs. Pour l'isolation acoustique, la flexibilité, c'est pas bien, les réactions au feu, c'est moins bien. Vous voyez, bref. Alors, chez Saint-Gobain Isover, on fait à peu près aux 2 tiers la laine de verre, 1 tiers laine de roche, et on fait aussi la laine de bois, parce qu'il y a des gens qui veulent la laine de bois, on a une usine de laine de bois, et on travaille à améliorer toutes les performances de tout, sur tous les aspects-là. Donc, Isover, voilà, c'est une des filiales de Saint-Gobain, et voilà, c'est une grosse filiale. Et là aussi, on est présent dans des tas d'endroits. La laine de verre, en fait, c'est terriblement compliqué. Vous pouvez constater que pour tous les matériaux du bâtiment, il y a un nom pour les personnes qui s'en occupent. Le maçon met les murs, le vitrier met le verre, le carreleur met les carreaux, le plombier, etc. Il n'y a pas de nom pour l'isolation. Donc, il y a différents corps de métier. Ça dépend du mode de construction qui dépend selon les pays. L'utilisateur final ne le voit pas. La propriété qui est vendue, qui est essentiellement l'isolation thermique, aussi éventuellement l'isolation phonique, est extrêmement abstraite en fait, avec des réglementations qui sont très compliquées. Et on ne se rend compte des défauts de pose ou de la performance qu'après un cycle annuel, disons. Donc, c'est quand même très compliqué et très subtil, alors que c'est vraiment essentiel pour le monde où on va, pour économiser l'énergie. Je dirais, ça me semble ça serait plus pertinent de commencer par isoler que de mettre des pompes à chaleur, même si c'est bien de mettre des pompes à chaleur. Mais bon. Donc voilà, on est un peu partout, y compris dans des marchés techniques. Donc c'est ce que je vous disais, on fait pour 2 tiers à peu près de la laine de verre, 1 tiers de la laine minérale, puis on fait un peu des mousses élastomériques, des différentes choses. On a un produit intermédiaire qui est intermédiaire entre une laine de verre et une laine de roche. Vous pourrez dire 2 choses je vais vous dire 2 mots la différence. Des panneaux un peu de différentes mousses, un peu de fibre de bois, et puis un certain nombre d'accessoires pour les poser. Alors, je veux régler la question de la différence entre la laine de verre et la laine de roche.
sont deux familles de verres différents. La laine de verre, c'est un aluminosilicate, pardon, c'est un alumino, excusez-moi, il y a très peu d'alumino. C'est un verre sodocalcique, silico-sodocalcique avec un petit peu de bord, et je vais expliquer pourquoi, tandis que les laines de roche sont des aluminosilicates. C'est deux familles différentes dans les verres et dans les... Il se trouve que le verre, la laine de roche, est très proche du basalte naturel. Donc c'est pour ça que ça s'est appelé laine de roche. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout du basalte naturel pour une raison que je vais expliquer tout à l'heure. La laine de verre, ça a été fabriqué pour être facile à fibrer et avoir ses bonnes propriétés d'opacité dans l'infrarouge lointain. Compte tenu des caractéristiques verrières, on ne le fibre pas de la même façon et c'est deux procédés différents. Au bout du bout, la laine de roche tient à plus haute température, mais a une moins bonne efficacité thermique. Il faut plus de matière pour la même propriété d'isolation, mais donc on va le faire avec des propriétés mécaniques supérieures. Généralement, quand on va faire un toit plat sur lequel il faut marcher, on va faire en laine de roche. Mais on va avoir à peu près entre 2/3 à la moitié de masse en moins pour avoir les mêmes propriétés d'isolation. Et la laine de verre, pour ça, est supérieure, et notamment, c'est ce qu'on va mettre dans les appartements et les cours. Alors, la physique qui est derrière. Il y a eu un papier vraiment très important par Larkin et Stewart. Larkin était le thésard de monsieur... Larkin et Churchill, là, publié en 1959, où il a regardé les transferts de chaleur dans les matériaux poreux. Et je dirais que je ne suis pas certain d'avoir eu un papier aussi essentiel qui permette d'avancer autant que celui-là sur cette question-là depuis. Quand on regarde les matériaux, ça, vous voyez le poseur là, qui est en train de couper un matelas de laine de verre. Quand on zoome, donc ici vous avez l'échelle, 10 microns. Voilà, on voit que, et la petite barre là, c'est 10 microns. On voit que c'est surtout de l'air et un petit peu de fibre de verre. Pourquoi ce matériau est si compliqué? Il y a un peu la structure, c'est surtout de l'air. Typiquement, comme on peut le voir, les fibres ont un diamètre de l'ordre de microns, quelques microns, et une longueur centimétrique, disons. Donc, déjà, mesurer la morphologie de ces objets est extrêmement difficile puisqu'il y a un bon facteur 1000 entre la longueur et le diamètre. Et ça fait que c'est affreusement compliqué. Ensuite, c'est désordonné. Ensuite, il y a une distribution de longueur et de diamètre. Donc, la caractérisation propre de ces matériaux n'est pas faite. Donc, le lambda effectif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la somme des trois contributions. Celle du lambda lié au verre, le lambda de l'air, le lambda du solide et le lambda radiatif. Donc, pour l'air, c'est celui de la conduction dans l'air. Donc, il y a des tables pour ça. Les gens ont fait des fils pour prendre ça. Bon, c'est pratiquement proportionnel à la température. La conduction dans le solide, elle dépend essentiellement de la densité du solide qui dépend de la température. Et puis, pour le rayonnement, on peut regarder dans les calculs qui sont faits là. On va l'écrire comme cette loi-là où on retrouve les lois de rayonnement pardon, le terme manquant. On a fait l'approximation de faible delta T, et puis ce terme-là, un terme N, qui va traduire l'ensemble des propriétés radiatives propres du matériau avec la forme des fibres. Donc ce qu'on a là, c'est un matériau où on va avoir de la diffusion et du backscattering parce que la taille des fibres est effective. Donc quand on regarde pour... On gère les contraintes contre les grains solides, parce que la chaleur, c'est que je de la mais les deux types en contrainte.
Est-ce que c'est théorique pour prendre en compte le contact de la transmission? Non. Non, il y en a très peu. Mais il y en a. Et ils sont nécessaires. Je vais y venir. Mais non, ça, on ne le prend pas là-dedans. C'est caché dans les exposants qu'on a. On n'a pas ce détail-là. Donc, si on regarde typiquement pour les matériaux qu'on a statistiquement, on va les représenter par leur densité et je gomme les variabilités liées au diamètre moyen des fibres et ces choses-là. Donc, les densités typiques qu'on va avoir dans les matelas de laine de verre qu'on va produire varient de 5 à 95, enfin, généralement c'est moins 60, on pourrait aller un peu là, 60 kg par mètre cube. Donc, c'est quand même des matériaux qui sont très peu denses, alors qu'il faut se souvenir que le verre, c'est 2500 kg par mètre cube. Donc ici, je vous ai mis la fraction solide en pourcentage. Vous voyez qu'on a des fractions solides qui sont extrêmement faibles. Ça, c'est la contribution de l'air. Vous voyez que l'air, la contribution de conduction phonique de l'air, puisqu'il n'y a pas de convection. Les pores sont suffisamment petits pour qu'il n'y ait pas de convection. Ça, c'est le fait qu'on ait de l'air. Si on le faisait dans l'argon, on baisserait un peu. Donc, l'essentiel, c'est l'air. Ça, c'est la conduction dans le verre, et ça, c'est le rayonnement, la contribution du rayonnement à l'ambiance. Je l'ai mis à 10 degrés, parce qu'évidemment, tout ça, c'est très normalisé. Pour mettre des choses sur le marché, donc si vous allez acheter un rouleau de laine de verre, vous verrez, c'est écrit le lambda, il y a tout un tas de cibles, de normes et de trucs. En Europe, ça doit être mesuré à 10 degrés. Alors, pourquoi est-ce qu'on les comprime? Ces matériaux-là, en rouleau, comme je viens de le dire, c'est voilà, vous avez l'équivalent. Et comprimé, ça parle de soi-même. C'est absurde de transporter de l'air. Et donc, le coût le transport et l'énergie du transport, et donc le coût de transport est aujourd'hui le coût de l'énergie, mais en tant qu'environnemental, si le transport est aussi un facteur qu'on prend en compte, il est bien plus efficace de le comprimer. Donc, on comprime maintenant un facteur proche de 10. Donc ça pose d'autres problèmes, parce qu'on a une ouate. Si on comprime une ouate comme ça, elle ne revient pas. Or, ce qu'on vend, c'est de l'air, on coince de l'air que l'on vend. Et donc, il faut ce qu'ils appellent le liant, qui est une composante essentielle, donc qui nous donne les propriétés mécaniques. C'est, si vous voulez, c'est la partie organique qui va faire des points de jonction et qui va assurer la rigidité mécanique de l'ensemble. Pas seulement la rigidité, on va stocker dedans, on va le coincer en forme, ce qui veut dire que si on le comprime, ça va nous permettre de maintenir l'énergie mécanique, de sorte que quand on ouvre l'emballage, ça reprend son épaisseur, parce que ce qu'on vend au bout du bout, c'est une résistance thermique. Et l'épaisseur du matériau final divisé par lambda. Donc il est essentiel que ça reprenne l'épaisseur. OK? Pardon? Oui, qu'il faut maintenir de façon rigide. Donc, ici, vous avez un produit sans liant. Alors, on en vend, ça s'appelle la laine à souffler. Il y a eu un boom pour mettre dans les combles. C'est une très bonne solution parce que ça permet d'isoler rapidement des combles perdus ou des doubles parois à peu de frais. Ça peut se faire, quelqu'un vient là avec un camion, souffle ça et en quelques heures, tout le comble est isolé et assez bien isolé. Mais ça n'a pas de propriété mécanique. Vous avez une petite photo d'une jonction, là, des différents types de liants. Et vous avez là l'un des produits phares de Saint-Gobain Isover. Et ça fait comme une planche. Et vous l'achetez, c'est un rouleau. C'est extrêmement impressionnant. Vous avez le rouleau, vous voyez, vous avez une planche qui se déploie. Et vous pouvez, enfin, après, vous arrêtez à replier. Vous pouvez la couper, la manipuler. L'air rond, ça s'appelle. Pardon? Ce sont des liants organiques, différentes colles, et là, il y a une zoologie terrible. Historiquement, c'est formophénolique. On en a encore des formophénoliques, et on passe à des liants biosourcés. Alors là, il faudra un cours entier sur les liants avec toutes sortes de chimie.
Je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui, mais c'est extrêmement compliqué, extrêmement complexe. Donc, le résumé sur la laine de verre, donc voilà, c'est 98% d'air en volume, grosso modo, 95% en masse de fibres de verre, 5% de liant, grosso modo, et puis des traces d'autres choses, un peu, voyons, on va mettre du papier, des trucs, etc. Donc voilà le produit tel qu'il est. Et donc, en fait, déjà, c'est complexe, ce mélange intime de chimie organique, de chimie verrière, minérale, qu'il faut assembler, qu'il faut réticuler. Alors là aussi, j'ai des conférences et des cours que j'ai donnés sur la façon de faire réticuler ce liant. Hein. C'est une forme de polymère. Alors, ce n'est pas des polymères de haute chimie, pareil, il faut faire des choses pas chères du tout. Et c'est un tour de force que d'envoyer de la chaleur de façon maîtrisée dans un produit qui est structurellement isolant pour le faire réticuler. C'est très, très, très compliqué. Et de faire ça dans des contraintes industrielles, à des vitesses industrielles, etc. Deux mots sur la façon dont on le fabrique, sur le procédé de production. La complexité de la production de la laine de verre, dont je voulais vous citer, c'est que non seulement il y a ces aspects-là où vous voyez qu'il faut être à la fois verrier, organicien, mécanicien, thermicien, hydrodynamicien. Il faut faire de l'aérolyse, il faut faire tout un tas de choses, et on ne peut pas les séparer. C'est entremêlé, comme je vais vous le montrer sur le procédé, et c'est ça la différence que l'on a avec le verre. Là, certes, la technologie de couche mince est technologiquement plus avancée, mais où c'est plus facilement découpable et où il y a eu plus d'efforts depuis longtemps. Maturité des technologies sont pas les mêmes. Donc, première partie, alors ici, vous avez un petit schéma qui permet de se représenter les différentes étapes de fabrication de laine de verre. Et après, je vais vous mettre un petit film qui dure 4 minutes, qu'on peut trouver sur Internet, qui date de 2014, d'une de nos usines en Suisse. Donc, il y a des choses qui sont un peu vieillies, mais ça, je ne peux pas vous emmener visiter une usine, donc c'est ce que je peux faire de mieux. C'est quand même pas mal de le voir. Donc, évidemment, les vraies usines ne sont pas comme ça, hein, c'est tout droit. Mais ça ne tiendrait pas sur la page. Donc, d'abord, on commence par la compo. Je vais y revenir. Vous voyez que là, il y a un silo qui est bien plus gros. À votre avis, qu'est-ce que c'est que ce silo-là qui est bien plus gros? Vous faites tous vos gestes citoyens. Oui, le calcin. Le calcin, c'est le verre recyclé déjà fondu. Donc, évidemment, notre principale matière première aujourd'hui, c'est le verre qui existe déjà. Et c'est pour ça que à quoi je vais venir. C'est pour le futur, eh bien, on a une vraie question sur la disponibilité du verre. Et l'essentiel du verre existe déjà. Il y a des gens qui imaginent des verres très nouveaux, etc., oui, mais qui ne sont pas compatibles avec le verre qui existe. Et donc, pas juste oublier le fait qu'on a, je ne sais pas, des millions de tonnes de verre qui existent déjà et qu'on ne peut pas mettre à la poubelle comme ça. C'est juste pas pensable. D'autant plus que les réserves de sable de qualité, les mouvements de sable viennent à manquer. Et on y est, donc est-ce qu'on recycle la laine de verre? Je vais y venir. Donc, ça commence un bout avec différentes matières premières, dont le verre recyclé. Donc, c'est de la chimie verrière. C'est pas on prend du sable à la plage et on met dedans. Non, non, je vais vous expliquer pourquoi. Il faut faire vachement plus gaffe à ça. C'est de la vraie chimie verrière. Parce que si vous voulez mettre le film pour faire de la manip, il faut le partager. Non, c'est après, c'est après. Donc oui, c'est de la chimie verrière et je vais y revenir, je vais vous le montrer. Si vous regardez les rouleaux de laine de verre, donc je devrais finir, là c'est ça. Voilà. On conserve s'il y a 5 minutes. Oui, oui, 5 minutes. Mais le film, c'est bien de le voir. Ouais, il faut voir le film. Il faut vraiment. Bon. Je vais accélérer. Vous avez sur toutes les laines iso-verres ce certificat de biosolubilité, qui est une norme européenne qui impose la biosolubilité. Biosolubilité, ça veut dire que si vous le respirez, c'est absorbé par les fluides pulmonaires et ça va détruire et corroder le verre de telle sorte que il n'y en aura plus. Donc, ce n'est pas de l'amiante. Cette norme est en place depuis les années 90.
Et d'ailleurs, nos formulations sont très très proches des formulations qu'il y avait avant. Et autant que je sache, il n'y a pas eu d'épithélium ou de choses comme ça, comme pour l'amiante chez les gens qui ont posé le fait. Est-ce que les gens qui posent les mêmes, ce qu'on fait chez moi, je voyais les deux, là, ils servent l'un l'autre, et ils toussaient, quoi, parce que. Oui, parce que ça fait la Alors, mais non, savez-vous quelle marque ils avaient? Ah non, non, non. Non, non, non. Alors, c'est pas vrai, on n'a pas un monopole. Je peux parler des parts de marché. Non, non, non. C'est pas vrai. Non, non, non. On n'a pas de monopole. Non, non. Et puis, les règles ne le permettaient pas. C'est très connu en France, mais en France, on doit avoir 30% de parts de marché. C'est ça. C'est pas un monopole. Donc, c'est pas toxique. Alors, c'est irritant, mais ce n'est pas toxique. D'accord? Donc, vous avez ça. Donc, les gens qui disent que c'est convergence, c'est faux, c'est factuellement faux. Vous pouvez essayer de vérifier par l'organisme indépendant. Toutes les usines, alors, Saint-Gobain a imposé dans toutes les usines, je crois qu'il en reste une ou deux qui doivent basculer. Et donc, c'est contrôlé par un organisme belge. Et il doit y avoir des prélèvements chaque semaine. Et il y a des procédures, si on voit que de toute façon, ça avait dit, on a d'autres problèmes de procédure. Donc, ça va dans un four, on appelle ça la fusion, le calcin fond, mais on fait de l'élaboration du verre, c'est vraiment des réactions chimiques qu'on fait. C'est pas un glaçon, donc on fait fondre. Peut-être j'en dirais que le mot. L'étape de fibrage ensuite, c'est là qu'on fabrique la surface. Le procédé que nous utilisons s'appelle le procédé TEL, il a été développé à Saint-Gobain et l'essentiel est arrivé à la fin des années 50, le brevet essentiel. Ensuite, on passe dans un four de cuisson pour faire réticuler le liant qu'on a pulvérisé à cette étape. Alors là, c'est représenté comme un pommeau de douche énorme, mais ce n'est pas tout à fait comme ça, mais ça donne une bonne idée. Et après, on a des parties de découpe pour la largeur, les bords, dans l'autre sens. Ensuite, on l'emballe. Et là, c'est important aussi, c'est-à-dire que c'est des procédés qui vont très très vite. On va l'enrouler et le comprimer en même temps. Et puis ensuite, on paletise et on le met au magasin et on envoie. 2 mots sur le procédé. Ça, cette photo-là, j'imagine que vous savez ce que c'est. C'est la barbe à papa. Donc le principe, c'est le même. C'est l'analogue, c'est de la barbe à papa, mais on l'a fait à 1000 degrés, à peu près plus de 1000 tours par minute et environ 30 tonnes par jour. Donc ça pose des tas de problèmes de matériaux, de contrôle. C'est un environnement abominable avec du rayonnement, des écoulements extrêmement forts, parce qu'ici, vous avez, en fait, ce qui a été important dans le développement du procédé, c'est vu après-guerre, et l'un des ingénieurs qui développait le procédé a vu les fusées V2 et s'est dit, non, d'un chien, c'est ce qu'il faut des brûleurs de type aéronautique pour étirer, et donc on a là des écoulements extrêmement violents, plusieurs centaines de mètres par seconde, ça tourne à 2000 tours, enfin bref. Plus on pulvérise le lion à cet endroit-là, c'est un environnement abominable. Toutes les mesures sont extraordinairement compliquées. Et tout ce qui est fait avec le verre chaud à haute température, c'est compliqué, il faut des alliages spéciaux, etc. Donc maintenant, voilà, le petit film, je vous propose maintenant, il dure 4 minutes. Oui, oui. Le lion, vous avez dit qu'il était introduit à cette étape-là. Alors, non. Oui. Le verre est pulvérisé à 1000 degrés. Ça dissipe très vite, mais on le pulvérise en dessous. C'est aussi une façon, alors je ne peux pas rentrer dans toutes les étapes et tout ce qui se passe, mais on collecte sur le matelas en dessous, qui lui doit être à température raisonnable, et donc il faut pouvoir écranter le rayonnement vert de ce qu'il y a en dessous, on cramerait tout. Et donc le lion, c'est une solution aqueuse, et donc on se sert, ça sert aussi à écranter le rayonnement qui vient de la partie au-dessus avec de l'eau. Donc on envoie un brouillard. Oui. C'est une vingtaine de kilomètres comme ça.
voyez le parc à 400, et là on reconnaît très bien, c'est du verre plat. C'est-à-dire qu'il vient du bâtiment d'automobile. Probablement le bâtiment il était clair. Cette vidéo date de 2014. Donc voilà, je reviendrai. La soude, c'est le carbonate de sodium, le calcaire, vous savez bien. Évidemment, il y a des contrôles réguliers en laboratoire pour vérifier les matières premières. Donc, ici, le four est un type de ce qu'on appelle four électrique. Et puis alors là, on ne voit pas très bien, mais vous pouvez deviner, là, voilà, ça derrière, il y a les machines de fibrage et il vient de prélever les fibres de verre. Ça a très peu de capacité très faible, donc ça peut produire rapidement. Comme tous les procédés de verre chaud, ça fonctionne à feu continu, 24 heures sur 24, quasiment 320 jours par an, dans les zones de petite interruption. Ça vous donne une idée de commencer ce quoi ressemble une usine. C'est très grand. Le four pour recueillir de l'ion polymérisé ou réticulé de l'ion, et il y a 50 mètres de long. Là, le four, je disais, c'est un four à électrique. On va avoir des électrodes plus longues et on va connecter des joules sur quelques minutes, je vous le dis. Donc, évidemment, à proximité, évidemment, vous parliez des problèmes d'artisans, un problème des compétences. Les matériaux sont plus performants que la résistance posée parce que c'est très technique, ça ne se voit pas. Et si on fait des ponts thermiques, c'est beaucoup moins efficace. Vous voyez, ça a été enroulé et comprimé. Alors, c'est jusqu'à, quand on comprime 50%, on comprime beaucoup plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il moins de plastique et on essaye d'en mettre le moins possible et on utilise le plastique. Aujourd'hui, on a 30% de recyclage. Finalement, il y a toutes sortes de produits avec différentes densités, lambda, taille, passage, etc. Aujourd'hui, pour l'inclusion du temps et écologiquement les plus performances, comme les politiques principalement, ont énormément de calcin, les meilleurs de. Alors, il y a la question du format de vie qui fait en format de vie, qui est le quantien. Aujourd'hui, on a au client moderne, en dessous des chaînes de détection par le vie, au lieu de souci non plus, les mecs pas du tout format de vie, il n'y en a pas. Et la partie site, évidemment, bien illustrée, cette petite vidéo. Xavier est définitivement embauché comme technicien vidéo. Ça me reposerait. Ok, alors, peut-être, je voulais vous dire deux mots, mais peut-être vous savez tous ce que sont les verres, et dans ce cas, j'ai peut-être pas, je ne sais pas. Donc, ça, c'est des choses élémentaires que vous savez certainement. Donc, pour toute la partie industrielle du verre, ce qui va définir la capacité à le travailler, c'est la viscosité. Et donc, on va, pour la partie industrielle, on va choisir la température à laquelle la viscosité est celle qui convient pour travailler le verre, puisque ça donne des temps, ça varie, ça donne le temps pour le travailler, comme ça varie exponentiellement, en fait, c'est déterminé par la viscosité. Bon.
Voilà, de façon générale, l'élaboration des verres de silicate. Ça, c'est la formule générale. Ça, c'est pour les verres sodocalciques, qui sont typiquement verres sodocalciques. C'est le verre de vitre, c'est le verre à bouteille, c'est le même. Juste la différence entre les deux, c'est un petit peu la proportion de calcaire et de magnésium, et puis les colorants. Bon, ça donne ça. Et puis, donc, il y a ça, il faut pas mal de chaleur, et ça émet du CO2. Donc, ça, c'est pour... il faut pas mal de chaleur pour casser les liaisons de la silice. La silice elle-même ne fondant qu'à peu près 2800 degrés. Quand on rajoute du sodium, on baisse de pratiquement, pardon, j'ai pas 2800, 1800 degrés. 1800 degrés pour le verre de silice. Quand on met du sodium, on baisse de plus de 1000 degrés. C'est la raison pour laquelle on met du sodium. Si on met que du sodium, c'est un verre qui est complètement soluble dans l'eau. C'est la raison pour laquelle on met du calcium. Et voyez là, pour le verre d'isolation, le tour de force, qui est, on veut un verre qui tienne à l'eau et qui tienne aux intempéries, mais qui soit soluble dans les fluides pulmonaires. Vous comprenez bien qu'il faut faire rien que la formulation, c'est un tour de force. Donc, les verres sodocalciques, on peut mettre pratiquement, il y a telle souplesse, on peut faire une infinité, on peut jouer pratiquement tout le tableau périodique. Je vous ai mis là des plages de composition typique. Bon, Saint-Gobain ne fait plus de bouteilles, mais il fait du temps, j'en faisais. Là. Voilà, c'est dans les mêmes gammes. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a une différence très notable avec la laine de verre, c'est qu'il y a du bord. Et le bord, on l'ajoute parce que c'est le seul élément qu'on ait trouvé qui permet au verre d'avoir cette capacité de s'opacifier dans l'infrarouge lointain. Si on trouve autre chose et mieux que le bord, nous sommes preneurs. Et jusqu'à présent, malgré une quantité de recherche, on n'a pas trouvé. Vous voyez que donc, ces deux-là se ressemblent, sauf qu'ici, il y a bien plus de calcium. Enfin, je dis calcium, c'est toujours les oxydes, il n'y a que les oxydes, et ça va être un facteur limitant pour la réintroduction. Vous voyez bien que la laine de roche, c'est une famille qui est complètement différente. Il y a très peu, il n'y a pas de sodium, et que, vous voyez, il y a beaucoup d'alumine. Bon, donc ça, c'est dont je veux parler, et pour tous, il y a ces contraintes, et c'est là où je vous dis que c'est plus de la laine de roche. On ne peut plus utiliser du basalte. Le basalte n'est pas biosoluble. Et donc, on a adapté les formulations pour que ce soit biosoluble. En Europe, vous n'avez pas le droit de vendre des produits qui ne sont pas biosolubles. Voilà, ça, c'est le four qu'on utilise. Je vous ai mis là un petit four qu'on ne voit pas. C'est dans nos fours expérimentaux, dans nos labos. On a retiré la croûte. Et dans ces fours-là, comme si vous avez vu à Luçon, on vient déposer la matière première sur le dessus. Et la matière première, c'est du calcin et le reste. Ça fait l'écran thermique, et ça bouche le rayonnement, et donc c'est très pratique. C'est ce qui s'appelle les fours à voûte froide, à l'opposé des fours à flamme, comme pour faire le verre plat. Donc là, on a retiré la croûte, et puis on peut voir le fait que ça mousse. Je n'ai pas le temps d'entrer dans la chimie du verre. La recette, on utilise des matières premières et du calcin, mais on ne va pas utiliser des oxydes purs, comme vous pouvez l'acheter. Pour faire la chimie, c'est beaucoup trop cher. Donc, en fait, il faut inverser la matrice avec des porteurs principaux et des porteurs secondaires. Oui. On va peut-être juste une dernière petite question, parce qu'il est déjà tard. Oui, il y a peut-être des questions. On finit la présentation, puis après on prendra 2-3 questions rapidement, parce que je pense que Et puis on peut poser des questions. Et après, oui, il y a au cocktail, vous serez présent aussi. Donc, Bon, bref. Là où je veux revenir, c'est montrer les contraintes du calcin et du recyclage. Je vais vous demander 5 minutes de plus pour finir, pour vous montrer les contraintes environnementales que ça représente et les contraintes industrielles, sociétales, organisationnelles, juridiques, économiques. Là, les calcins externes, donc c'est les calcins externes, c'est ce qui vient de verre plat, de ce que vous mettez, de verre ménager que vous mettez, et que de ce qu'on va pouvoir récupérer. Et donc, eux-mêmes veulent récupérer aussi. Nous n'avons pas les contraintes de la qualité optique. Et de même, pour les bouteilles, en fait, les gens aiment une qualité optique. Alors, non, c'est quelques ordres de grandeur au-dessus. Si vous regardez la prochaine bouteille de verre, vous trouverez les bulles. Là, vous ne trouverez pas de bulles. Nous, on s'en fiche, les bulles, même, c'est isolant. Hein, c'est bien. Bref. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est que, vous voyez, il y a une différence dans les compositions
des calcins. Et donc, on a les mêmes oxydes, mais ce n'est pas la même recette. Et donc, on est obligé de compenser. Et comme il faut inverser, il y a un moment où on est bloqué, on peut pas. Il y a un maximum de calcins qu'on peut mettre. Et donc, il va falloir quand même compenser. Ce n'est pas possible. C'est très compliqué de recycler. Il y a des fluctuations de compos. Et maintenant, je veux venir à... Bon, mettre du calcin, c'est très, très avantageux pour plein de raisons. C'est moins de matières premières, donc avec tout ce que ça veut dire pour l'environnement, etc. Il faut moins d'énergie, évidemment, puisque c'est du verre qu'il faut refondre, il faut le mélanger, il faut pas le monter, il faut homogénéiser, il faut le faire suffisamment bien. C'est compliqué parce que c'est un fluide visqueux, mais on n'a pas à faire cette chimie et dégager les carbonates. Moins de CO2, parce qu'on n'a pas moins de carbonate à mettre, moins d'énergie. Et puis, il faut une température d'élaboration plus basse. Donc aujourd'hui, Isover, donc c'est en 2021 à peu près 1 300 000 tonnes de laine de verre, dont 56% calcin externe. 2 tiers, c'est du verre plat. 1 tiers, c'est du verre à bouteille. Les raisons, je peux venir après, mais bon, bref, j'avance. Donc, chacun sait que c'est infiniment recyclable, le verre, c'est vrai. En 2017, pour les bouteilles, il y a 67% en moyenne. Alors, les pays du Nord le font mieux que les pays du Sud, mais le gradient tend à se baisser. C'est recyclé pour refaire des bouteilles. Donc, nous, on prend les miettes. Parce que le calcin en bouteille, ça ne va pas aller pour faire du verre plat. Et eux, les gens qui font des bouteilles, ils ont les mêmes problèmes. Et donc, ils veulent arriver à 90%. C'est sûr, ils vont y arriver. C'est eux qui ont lancé le recyclage du verre après le premier choc pétrolier. Le verre plat, c'est pareil. Ils veulent récupérer leur calcin. Et bien, pour nous, on n'en aura plus. Pourtant, on a besoin de matériaux d'isolation. On a vu que ce n'est pas tout à fait le même. Nous, on a le bord, comme je vous ai dit. Et donc, le mieux, c'est réutiliser la laine de verre, l'ancienne laine de verre. Ce qu'aujourd'hui n'est pas fait. Alors, comme je vous dis, l'ancienne laine de verre, elle n'est pas ESEB, elle n'est pas biosoluble. Mais si on la refond, on va pouvoir compenser et ajuster. Puis l'ancienne laine de verre, elle est extraordinairement diffuse. Chaque fois qu'on démolit une maison, il y en a un petit bout à droite à gauche. Donc, c'est quand même compliqué. Et puis, quand on regarde les déchets de déconstruction, ce n'est pas jojo. Mais il n'y a pas le choix. Il faut quand même y arriver. Alors, là, voilà, ça, c'est l'empreinte de Saint-Gobain, des usines de laine de verre de Saint-Gobain en Europe. Ça, le 4, c'est sur une échelle de 4 à 5, on a demandé aux directeurs généraux ce que vous voulez, ce qu'il y a besoin de recycler. Et la réponse, c'est 4 et 5. Il y a des facteurs économiques, vous voyez, c'est le coût de la mise en décharge. Il y a deux tas de réglementations qui se mettent en place. Donc, de toute façon, il va falloir récupérer. Donc, pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt? C'est sûr que c'est bien pour l'environnement, l'énergie, etc. Mais d'un point de vue business, c'est affreusement compliqué. Vous retrouvez toutes les pollutions. On ne peut pas se permettre de mettre n'importe quoi dans un four. Si on met n'importe quoi dans un four, on flingue le four et on flingue tout ce qui suit. Une usine de laine de verre, hors de grandeur de prix, 100 millions d'euros, voire plus. On ne peut pas faire ça. La logistique est probablement compliquée parce que c'est diffus. Le bilan énergétique, so-so, si on s'y prend n'importe comment. Alors, il y a des aspects un peu neutres sur le coût. Par contre, il y a des aspects favorables. C'est récupérer du calcin qui contient du bore, la demande du marché, puis la réglementation des écotaxes. Et la situation actuellement est en train de changer dans tous les sens. Et aujourd'hui, voilà, la demande est dans l'autre sens. Parce que toutes les parties sont en train de s'aligner et on a mis en place un système de récupération des déchets de déconstruction pour pouvoir le refondre. Et nous avons en ce moment, donc ça, je ne veux pas vous en dire plus, vous écoutez ce qui va sortir dans la presse à l'automne, des nouvelles technologies pour la refusion de la laine, des laines de construction, qui est un problème assez compliqué. Voilà. Ma conclusion, donc voilà. Le verre, est-ce que c'est le verre qui isole ou c'est l'air ou c'est les couches et tout ça? Je ne sais pas, mais le verre, c'est un bâtiment absolument essentiel. On a des solutions, elles existent. Il y a encore beaucoup de physique à faire.
Mais ce qu'il faut, c'est des efforts pour les déployer, pour améliorer l'habitat, structurer le recyclage, et puis améliorer encore les procédés. Et ça, c'était mon job jusqu'à pas longtemps. Voilà, j'ai été trop long. Excusez-moi, je m'arrête là. Une question très rapide pendant que je... Oui, il y a des gens en ligne, là. C'est-à-dire au téléphone. Passez les questions à Martin. Ils ont deux questions. Je comprends. Allez-y, donnez les questions. Les gens de CMI. Ils l'ont mis sur le chat. Tu le lis, tu l'as lu? Attends, mais je ne fais rien là. Moi, j'étais en train de prendre une question pour laisser le temps de regarder sur le chat. Mais moi, je veux bien te laisser faire. Hein. Bon. Tu le vois sur le chat? Non, non, mais C'est ce que je voulais regarder. non, 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 C'est la question. il y a un petit là. Là, c'était juste pour. Parfois, les gens préfèrent avoir. Alors, je n'arrive pas à manipuler ce truc-là. Je vais le mettre. La photo du chat. Voilà. C'était simplement pour faire l'analogie entre la résistance thermique et la résistance électrique. Il y a des gens qui trouvent ça plus clair, mais je ne sais pas si c'était ça la question. Alors, voilà les questions qui ont été posées. Donc, diapo 17, avec quel appareil mesurez-vous la transmittance des rayonnements IR et UV traversant le verre? Je ne sais pas, c'est des appareils de spectrométrie assez classiques. Je ne sais pas quelle est la marque, c'est des matériaux assez classiques. Est-il des travaux sur l'effet du rayonnement absorbé de la interne de matériau vert? Je ne sais pas. À ma connaissance, le rayonnement solaire ne fait pas grand-chose. Mais je ne sais pas répondre à cette question. Alors, diapo 35. Oui, non, mais ça, c'était juste pour faire montrer la similitude entre la partie thermique et la partie électrique. Ce ne sont pas les mêmes. D'accord. L'effet Joule, donc là, on est dans une question. Non, là, alors Le tout dernier, peut-être. Quelle est en moyenne l'énergie nécessaire au recyclage d'un kilo de verre? Oui. Alors, question très difficile parce que où sont les bords? Est-ce que c'est la démolition de la maison antérieure? Est-ce que c'est le transport? Est-ce que c'est la fusion? Est-ce que c'est le fibrage? Ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, pour faire 1 tonne de fibre de verre, il faut à peu près 3500 kWh. Mais la question, c'est est-ce que la tonne est la bonne unité? C'est la bonne unité pour le fabricant. Mais selon la densité qu'on va mettre, c'est peut-être par mètre carré en fonction de l'isolation qu'on va avoir. Et ces questions-là ne sont pas anodines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on patauge pour se mettre d'accord sur comment compter la performance. Le bilan énergétique, en tout cas, est limite pour, si on ne regarde que directement l'énergie, pour le recyclage à laine de verre. Limite. Par contre, évidemment, en termes de ressources, ça change la donne. C'est-à-dire que si on ne le recycle pas, on n'en aura plus. Et on dit qu'il faut, alors évidemment, ça dépend déjà, quelques mois pour amortir le bilan, l'énergie qu'il a fallu de l'efficacité de ce qu'on va récupérer en isolant. Évidemment, là aussi, ça va dépendre des circonstances. Alors, est-ce que c'est 10 mois, 15 mois, 6 mois, ça va dépendre de l'état de la maison. Mais sur la durée de vie, typiquement, qui est de 30 à 50 ans, il n'y a pas photo.